L'échec est une option ici. Si les choses n'échouent pas, vous n'innovez pas assez. Elon Musk considère que tout ce qui n'est pas impossible finit par se réaliser. Il vise l'impossible pour se surpasser et tirer le meilleur de ses équipes. Et dans cette équation, eh bien, l'échec figure de passage obligé pour changer le monde. Et la semaine dernière, le vaisseau spatial de SpaceX a effectué son vol inaugural, décollant avec succès de sa rampe de lancement et atteignant presque la séparation des étages. Et la société a déclaré que le test avait fourni des données, des informations notables qui se répercuteront sur les futurs lancements. Et cependant, l'état de la rampe de lancement est remis en question. Et que fera SpaceX à ce sujet? Pour toutes vos nouvelles du spatial et bien plus, c'est ici. Hey, bienvenue dans votre actualité spatiale. Arrête, stop. Je pense que là, on est dû pour un peu d'onde positive. Hein? Donc, je vais commencer avec le concours Jim Ever 2023. On devait atteindre l'orbite. Et l'orbite, eh bien, on le sait, c'est 100 km, mais on s'est rendu quand même à 39 km. C'était hot, hein? Oh oui, c'était vraiment hot. Donc, le Starship Super Heavy est toujours en jeu pour ceux qui restent, mais j'ai décidé d'en acheter un autre. Ben oui, de toute façon, il va sûrement être modifié. XSU 73, c'était le plus proche, donc envoie-moi tes coordonnées, il est à toi. Puis pour les autres, vous avez une chance sur 11 de gagner le nouveau Starship que je vais commander. C'est comme ça ici, quand je vous dis que mon but, c'est d'alimenter vos passions, c'est comme ça. Hey, mets-nous quelque chose d'inspirant cette semaine. Bienvenue dans votre actualité spatiale. La semaine dernière, à moins que vous étiez parti en expédition dans une grotte, eh bien, vous savez déjà que SpaceX a lancé la plus grosse fusée de tous les temps, puis qui n'est pas allée dans l'espace. Je ne comprends pas la grotte. Je veux dire que t'aurais manqué l'actualité si t'avais été dans ta grotte. Mais avec les satellites Starlink, tu manques rien. Oui, mais dans une grotte quand même. Si tu avais été dans une grotte, tu aurais quand même senti le décollage. En Amérique, mais pas ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'avec le trou que la fusée a creusé, c'est certain que ça l'aurait vibré dans ta grotte. C'est ça que je dis, le smart. Alors que Starship a pris son envol lors de son vol inaugural, eh bien la lente montée en puissance a commencé à dévaster la rampe de lancement, le fameux Stage 0, puis la zone environnante avec des débris. Cette fusée a officiellement creusé le plus profond cratère de l'histoire des fusées. Bref, nous attendions le premier lancement de Starship depuis près de 2 ans et nous savions qu'une fois que le compte à rebours serait à zéro, l'excitation serait garantie. Et c'est correct, je veux pas me faire rembourser. Moi non plus, puis vous non plus, hein. Cette magnifique fusée a décollé sous nos yeux, atteint Max Q et explosé au-dessus du Golfe du Mexique. Quel énorme travail de préparation et de conception. Je peux vous dire que l'équipe de SpaceX est repartie avec une tonne de télémétrie et de données qu'ils pourront analyser pour améliorer le prochain lancement. Alors commençons avec Stage 0. Attention, il est à SSU Tu peux pas me 73. dire ça toute l'émission, là? Stage 0 maintient la fusée verticalement, elle l'alimente, puis dans un futur pas si lointain, elle finira par l'attraper. Mais dans sa forme actuelle, ils ont eu des énormes problèmes avec le fameux béton qui se brise sous la poussée des moteurs. Un cratère massif a été creusé dans le sol par les 33 moteurs Raptor, puis les débris qui ont résulté ont dynamité les zones environnantes, impactant l'équipement de soutien au sol et détruisant les voitures hébergeant l'équipement de diffusion en direct et les caméras à distance installées par les médias. Alors, il serait intéressant de voir comment SpaceX tentera de résoudre ce problème lors de futurs lancements. Ils construisent actuellement un système de déluge d'eau, mais est-ce que ça va être suffisant ou ça va prendre une tranchée de flammes en dessous du support de lancement de la Starbase? Alors, il est courant que les systèmes de lancement incluent des déviateurs de flammes ou des systèmes de déluge d'eau pour protéger la fusée et l'infrastructure du lancement, mais le problème, c'est que si vous essayez de construire une fusée pour lui permettre d'atterrir et de décoller sur Mars, vous n'avez peut-être pas cette option, puis SpaceX a tout fait pour réussir l'exploit, mais comme vous pouvez le constater, c'était clairement une erreur. Voici l'une des premières photographies de la Padres montrant un cratère assez important. Mais sur cette image prise en avion, vous pouvez apercevoir que d'un côté, le béton armé a eu le béton strippé, laissant la barre d'armature derrière. Je comprends pas le béton armé. Renforcé avec des armatures là, que tu mets dans le béton. Ah. Tu connais pas ça? Non.
Et ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà de l'eau à l'intérieur du trou, puis ça, c'est un énorme problème à Boca Chica parce que la nappe phréatique est si proche de la surface qu'ils peuvent pas vraiment creuser. Vous commencez à me voir venir, hein? Tu sais, quand vous êtes sur une plage l'été, vous creusez pour faire des trous, l'eau revient et c'est pas évident de stabiliser le tout. Mais alors, quoi faire? Reconstruire? Ça, c'est un gros problème parce que le sol est mou, puis régler le problème définitivement, ça va prendre les meilleurs ingénieurs, de bonnes idées et beaucoup de chance également. Et une grande partie de la terre et du béton a simplement été projetée dans les airs. Et regardez les débris qui sortent du bras de la fusée pendant cette première partie du lancement. Une grande partie de ce nuage est remplie de poussière, de sable et de béton pulvérisé, soulevé par les moteurs, puis a été soufflé avec les vents sur Salt Padres Island. Beaucoup de spectateurs présents ont dû nettoyer leur voiture, mais les plus gros morceaux volants ont endommagé l'équipement au sol, y compris le parc de stockage. Mais plus important encore, on change de chapitre. OK, mais je comprends pas. Change de chapitre, tu vas comprendre. Ah. Bien qu'actuellement non confirmé, il y a des débris qui auraient heurté le fond du booster Super Heavy, puis ça lui aurait fait perdre quelques moteurs Raptor au moment du décollage. Je n'ai pas vu de moteur tomber. Perdre, ça veut pas dire tomber, perdre, arrêter. Tu me viens-tu, là? Oui. Couille. Pendant le lancement, avez-vous remarqué que l'horloge du décompte était un peu faussée? Oui, parce qu'habituellement, lors d'un lancement, l'allumage des moteurs a lieu à T-6 secondes, puis à T0, le décollage a lieu. Mais lors du lancement de la semaine dernière, c'était plus comme T-2, puis T+4 lorsqu'on a vu le premier mouvement. Puis par la suite, beaucoup de gens ont d'abord vu la fusée se pencher comme si elle était sur le point de tomber. Et ça, c'était probablement une manœuvre logique d'évitement de pad, comme on parlait la semaine dernière. Et avec toute cette quantité de liquide, vous voulez vous assurer que si quelque chose ne va pas, elle va pas tomber. Et maintenant, regardons la télémétrie en bas à gauche. Nous voyons ici le nombre de moteurs actifs, puis si vous regardez l'anneau extérieur des moteurs d'appoint fixe, les deux de cet anneau qui ont arrêté sont côte à côte. Et ça signifie qu'il est beaucoup plus probable qu'il ait arrêté en raison d'une cause commune, là. On pourrait dire un gros morceau de béton qui aurait frappé les moteurs. Et par la suite, nous commençons à avoir des pannes de moteurs progressives au cours du lancement, parfois par des éclairs assez visibles. Mais c'est cet arrêt de moteur qui a suscité plus particulièrement mon attention parce qu'il se trouve devant les moteurs, puis il semble que ça pourrait faire partie du carénage qui recouvre des éléments tels que le groupe hydraulique, rien que ça. Puis le groupe hydraulique, c'est assez important parce qu'il génère la pression dans le système hydraulique qui est utilisé pour entraîner la poussée vectorielle puis d'autres pièces mécaniques de la fusée. Mais c'est rien par rapport à la déformation de la fusée. Ah, la déformation de la fusée. Ah ouais, ça, c'est vrai. Il y a certaines personnes qui publient des images de cette section du vol montrant la fusée un peu pliée. Ouais, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est entièrement dû à l'obturateur roulant sur la caméra qu'ils utilisaient. La structure de la fusée allait très bien puis son vol était pratiquement impeccable. Ici, nous apercevons beaucoup de flammes très brillantes à la sortie des moteurs. Puis ça, c'est probablement le mélange trop riche du moteur qui correspond à la défaillance progressive de plusieurs moteurs. Mais ils s'arrêtent lentement puis certains ont probablement détruit les composants internes. Et vous pourriez penser que perdre un moteur, deux moteurs sur 33, c'est pas énorme parce que si on prend l'assembly totale, on met le chiffre 100 divisé par 33 moteurs, ça fait 3,03. Hey, il est bon aujourd'hui, ouais, 3,03, mais il n'y a même pas en plus de charge utile. C'est facile. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça, parce que ce qui vous intéresse réellement, c'est l'accélération sur la force de gravité. Donc, chaque moteur représente en réalité plus de 9% des performances. Puis ce manque de poussée est suffisant pour affecter la trajectoire, de sorte que le véhicule traverse tout d'abord Mach Q plus tard, qui est censé le faire. Et en bonus, lorsqu'il atteint ce point dans l'atmosphère, lorsqu'il commence à générer une traînée de vapeur, qu'on voit ici sur l'image, vous remarquerez qu'il y a un angle avec le flot d'air. En français, s'il vous plaît? L'écoulement d'air. Désolé. Le véhicule semble trop bas sur sa trajectoire puis il essaie de se soulever pour revenir sur son plan de vol prévu où il peut simplement avoir du mal à se contrôler. Et ça, c'est un gros problème parce que la fusée est aérodynamiquement instable. Puis avec tous les dispositifs aérodynamiques qui sont à l'avant de la fusée, le centre de portance est donc à ce moment devant le centre de masse. Bref, ça signifie que sans contrôle, la fusée voudrait se retourner. Puis il faut donc que le moteur tourne pour garder la fusée pointée droit. C'est donc à ce moment-là que le véhicule semble commencer à tanguer. Puis qu'est-ce que ça veut dire, tanguer? Oui, c'est vrai. C'est un peu comme un avion. Hein. Le mot tanguer, c'est comme tangage, comme un bateau, ça tend. Fait que c'est dans cette direction-là. On a également le roulis qui pourrait être possible comme ça, puis le lacet, mais ça, c'est surtout pour les avions. Dans notre cas, on parle de tangage. Tangage, c'est vraiment le booster se promène comme ça. Oui, mais il y a le Starship après. Ouais.
Il suit aujourd'hui, vraiment. Et à ce stade, les moteurs ne peuvent probablement plus contrôler la fusée en raison d'une perte de pression hydraulique ou simplement parce que la fusée serait allée trop loin de son angle d'attaque. Ça, c'est sa direction par rapport au vent relatif. Je l'explique avant que tu me poses la question. C'est pas si loin d'un avion, finalement. Le véhicule commence donc ce tangage autour. Et la séparation aurait causé ce problème? C'est ce que je pensais, là, au début de la semaine, mais pas du tout. Parce qu'effectivement, il y avait une manœuvre de tangage qui était planifiée pendant la séquence de séparation dont parlent les présentateurs. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit réellement d'une perte de contrôle. Et vous verrez que l'affichage de l'angle d'attaque en fait basculer de 180 degrés parce que le véhicule était vraiment en train de tourner. Et notez que la vue à l'intérieur de l'interstage, c'est ce qui relie le Starship du booster. Là, on voyait les moteurs du Starship sur l'image. Et ça nous permet de constater que la structure de la fusée est en fait en assez bon état, puis ça s'est pas plié. Et puisque la fusée n'est pas capable d'accélérer, le véhicule devient un peu comme une roche, parce qu'il y a moins de densité d'air en haut. Et pendant son voyage, la vitesse de pointe de la fusée a été d'environ 2150 km à l'heure, puis a atteint un sommet ou une apogée de 39 km, ce qui est bien en dessous de l'altitude de séparation prévue. Par la suite, les présentateurs de SpaceX ont parlé de la séparation des étages qui devait se produire. Sincèrement, je pense pas que ça a été commandé pendant le test, parce qu'une condition préalable à la séparation des étages est d'arrêter les moteurs sur l'étage principal afin qu'ils ne poussent pas le vaisseau spatial. Et ça se produit pas du tout. Et à la place, le véhicule commence à retomber sur Terre, puis alors que la fusée retombe, elle accélère, l'atmosphère se densifie, puis se prépare à frapper pour la deuxième fois le Max Q. Et c'est à ce moment que, selon les observations, une défaillance structurelle de la fusée arrive. Et actuellement, nous avons la confirmation de la FAA que le système de terminaison a été activé, mais j'ai l'impression que le véhicule a explosé avant ce point, parce qu'en regardant cette image montrant une caméra sur l'aileron du Starship, eh bien nous voyons clairement une structure pliée avant l'explosion. Et en plus, du côté de la physique, c'est une évidence. Bien oui, parce que la plupart du carburant qui reste est dans le vaisseau spatial Starship, et il n'y en a pas utilisé en réalité. Le reste des réservoirs du booster est complètement vide et tout subit pratiquement la même traînée aérodynamique. Vous avez donc un point sur la fusée où vous avez la majeure partie de la masse concentrée, puis le véhicule va se plier autour de cet endroit. Et c'est à peu près là que la défaillance structurelle semble être dans l'image secrète. T'es un agent secret? Non, mais je suis curieux. Le Starship fait donc cette dernière rotation à grande vitesse à une altitude de 31 km et fait exploser les réservoirs d'appoint. Puis c'est le tour du Starship qui active son système de terminaison de vol. Des débris tombent dans le golfe du Mexique. Les vues de la caméra montrent que l'explosion commence à la base de la fusée, ce qui pourrait être une activation du système de terminaison de vol, mais je suis toujours pas convaincu car l'explosion n'est pas si droite que ça. Mais en réalité, c'est juste pour parler parce que ça n'a vraiment pas d'importance. L'important, c'est que SpaceX a les données, puis je suis certain qu'ils sont ravis de les analyser, puis ils auront beaucoup de plaisir à essayer de tout régler rapidement. Les ingénieurs n'ont certainement pas beaucoup dormi les derniers jours. Et pour ce qui est des débris, nous pouvons déterminer à peu près où se trouve le véhicule lorsqu'il s'est brisé grâce au flash de l'explosion qui s'est présenté sur le détecteur de foudre du site de la météo américaine. Et il y a également un satellite météorologique géostationnaire qui a capté le panache lors de l'ascension et l'ombre qu'il projetait. Les débris légers ont eu tendance à tomber directement vers le bas, puis les éléments plus lourds, eux, ont continué plus loin en mer. Donc, si nous superposons les données météorologiques avec une carte marine, on voit clairement que la profondeur de l'eau est d'environ 45 mètres de profondeur. C'est pas creux, ça? C'est certain que c'est pas le Titanic avec ses 3200 mètres de profondeur, mais pour les amateurs, ils peuvent être tentés à aller chercher des morceaux puis les vendre sur eBay, puis ça, ça peut être dangereux. Je vole! Jack! À tous les employés de SpaceX qui ont travaillé, qui travailleront à la réalisation de ce projet, j'espère que vous êtes en forme et motivés parce que, oui, c'est clair, vous avez beaucoup de travail à faire. Alors qu'ils ont des boosters et des vaisseaux Starship alignés pour les tests 2 et 3, il est clair que le Stage 0 va avoir besoin d'un génie civil sérieux pour résoudre les problèmes. Elon Musk parle de quelques mois, mais ça vaut ce que ça vaut. De manière ou d'une autre, je vais tout faire pour assister à ce prochain lancement. Hey, bravo à toute l'équipe de SpaceX. Le futur, ça commence maintenant. Oh que oui. Voici où la NASA se posera sur la Lune dans 2 ans. Il faut d'abord y aller. C'est vrai, mais nous irons. Pas sûr.
Une question de temps. Une récente photo capturée par l'orbiteur lunaire de la NASA montre l'un des sites potentiels d'atterrissage de la mission Artemis 3 qui prévoit le retour des humains sur la Lune. Artemis 2 devrait être lancé à la fin de l'année prochaine. Et pour le deuxième vol, le vaisseau Orion fera le tour de la Lune avant de revenir sur Terre avec 4 astronautes. Et ça, nous le savons. Le retour des humains sur le sol lunaire se fera au cours de la mission suivante, probablement en 2025 ou 2026. Mais où la future génération d'astronautes mettra-t-elle le pied? À la surface de notre satellite, c'est ça la question. Il y a plusieurs mois, la NASA avait dévoilé 13 régions d'atterrissage potentielles regroupées près du pôle sud de la Lune. C'est clairement une zone d'intérêt scientifique et d'exploration clé parce que nous retrouvons à cet endroit de la glace d'eau. Ils sont collés dans le fond, le smart. Ouais, c'est... Et voilà. Ah, ça fond. Ding! Ça va fort, je vais faire ça vite. À terme, l'exploitation de cette région pourrait permettre de cultiver des aliments puis de fabriquer du carburant de fusée. Et de boire de l'eau. Pourquoi pas? Puis ben, il n'y aura pas de bactéries. Le pôle sud lunaire est un endroit fascinant avec des massifs imposants. Ces cratères ombragés en permanence peuvent abriter des volatiles piégés par le froid, déposés sous forme de comètes et d'astéroïdes qui ont impacté la Lune. Et la mosaïque complète peut voir les détails avec une résolution 10 fois supérieure à celle du passé. C'est tellement précis que les scientifiques peuvent savoir où les explorateurs doivent atterrir et trouver des ressources. Et tous ces sites ont également été choisis en fonction du niveau d'éclairage par le Soleil ou encore de la facilité avec laquelle une équipe d'astronautes communiquer avec la Terre depuis le terrain. Et récemment, la caméra de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, qui fait un travail remarquable, a capturé des images haute résolution en noir et blanc d'un de ces sites potentiels. L'image a été prise le mois dernier alors que l'orbiteur survolait le cratère Shackleton près du pôle sud de la Lune. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Ben oui, Shackleton, ça s'écrit comme ça. Et le cratère Shackleton est un candidat de choix pour l'exploration future en raison de sa proximité avec des régions ombragées en permanence. Les pics très éclairés près du cratère offrent des opportunités d'énergie chaleur pendant la majeure partie de l'année pour les futures habitations humaines. On y découvre également la région du massif Malapert, oui, qui grimpe à environ 5000 mètres de haut. Le site potentiellement ciblé sera la zone sombre et plate, visible à son sommet. Puis en arrière-plan de ce massif se dresse une falaise de 3500 mètres de haut. C'est haut, ça. Et on pense que le massif de Malapert, puis en passant, c'est un nom là, informel, est un vestige du bord du bassin du pôle sud Aitken qui s'est formé il y a plus de 4 milliards d'années. Puis rappelons qu'en plus des Américains et de leurs partenaires, il y a les Chinois qui travaillent, mais très fort pour arriver là-bas en premier. Et récemment, le pays a d'ailleurs également identifié une dizaine de sites candidats près du pôle sud lunaire. Et 2 sont également envisagés par la NASA. Dépêche-toi, le smart, ta glace d'eau à fond. Cette semaine, j'ai eu envie d'être un peu nostalgique. Je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se souviennent la première fois qu'ils ont vu la magnifique BD où il y en a eu 2 de Tintin vers la Lune avec la présentation de la merveilleuse fusée. Je ne m'en souviens pas. T'es trop jeune, toi, man, mais il est pas trop tard pour l'aller. J'aime mieux gamer. Ah, sois curieux. Je suis curieux. Pas certain. Un jour, dans un restaurant à Paris, j'ai entendu, il y avait un monsieur, une dame et leur garçon, un garçon de 12-13 ans, et le papa disait, oui, un jour nous irons sur la Lune, tu verras les hommes, peut-être plus tard, ils iront, alors ils vont voir des tas de choses, là-bas des animaux avec des cornes immenses et des trompes. Le garçon, méprisant du papa, il n'y aura rien de tout ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'air sur la Lune, alors comment veux-tu? Je me suis dit, il faut que je fasse très attention, sinon, pour qu'on croie ce que je vais raconter. En mars 1950, il était difficile d'imaginer que des hommes iront un jour sur la Lune. Pourtant, les lecteurs du journal de Tintin découvrent sa nouvelle destination. Tintin, Milou et Haddock sont invités par le professeur Tournesol à se rendre en Sildavie. C'est un petit royaume fictif dans un centre de recherche atomique secret où l'inventeur informe ses amis de son nouveau projet. Il réalise une fusée à moteur atomique et s'apprête à l'utiliser pour se rendre sur la Lune. L'histoire a été éditée en 2 albums. Il y a Objectif Lune et On a marché sur la Lune en 1954. Il marque un tournant dans le travail d'Hergé car la complexité de l'histoire lunaire nécessite des dessinateurs plus précis que lui qui a un style très libre. Les décors sont très détaillés et les resteront dans les albums suivants. L'histoire alterne entre des gags qui servent à alléger les récits au milieu des explications techniques et des moments au ton plus grave, un peu plus adultes.
Les références à la mort sont nombreuses et l'un des personnages finit même par se suicider. On sent clairement qu'Hergé a été affecté par la guerre et Tintin est d'abord un feuilleton fondé sur la fantaisie, mais là, Hergé a envie d'être visionnaire et crédible. Il se renseigne auprès de la communauté scientifique de l'époque et s'interdit une fantaisie excessive. Il représente très bien ses personnages en apesanteur dans la fusée, c'est de toute beauté, alors qu'aucun essai de fusée n'a encore été effectué. Et l'espace n'est pas encore d'actualité en plus. Aucun programme de recherche spatiale n'existe encore aux États-Unis, puis on sait rien de ce qui prépare les Russes. Le niveau de détail d'Hergé est étonnant. La vitesse de la fusée, le temps qu'il leur reste avant d'allumer. Et quand on fait les calculs, eh bien, on réalise que les chiffres sont pas très loin de la réalité. Hergé prend en compte l'absence d'atmosphère, le ciel est bien noir, même en plein jour sur la Lune, puis la combinaison des voyageurs comprend des bouteilles d'oxygène. C'est certain que la combinaison ressemble plus à une combinaison de plongée, mais c'est pas si pire pour ces années-là. Pour la fusée, il fait réaliser une maquette de 40 cm, très détaillée, démontable, et dessine d'après les photos. La structure est inspirée de la fameuse V2, le missile balistique mis au point par les nazis pendant la guerre, et notamment par l'ingénieur Wernher von Braun, qui sera recruté plus tard par les États-Unis et développera la famille de fusées Saturne. Et pour ce qui est de l'origine du fameux damier, c'est une pratique qui était utilisée par les scientifiques de l'époque. Et grâce au damier, les techniciens au sol qui observaient l'ascension de la fusée avec des jumelles pouvaient vérifier si elle ne tournait pas sur elle-même. Et lors d'un tir, ce procédé leur permettait d'observer les basculements de la fusée par rapport à l'axe de la trajectoire et son roulis durant la phase critique du décollage. Et 50 ans après, certaines idées d'Hergé sont d'une actualité extraordinaire. C'est parce qu'il y avait des détails qu'on a reprochés à Hergé qui paraissaient aujourd'hui visionnaires, notamment la fusée capable d'atterrir et de repartir, ce qu'Elon Musk essaye aujourd'hui de faire avec SpaceX, ou la présence de glace, longtemps considérée comme une fantaisie de la part d'Hergé, mais aujourd'hui, c'est bien le cas. Et malgré que la fusée est propulsée tout le long du voyage, on le sait, c'est impossible aujourd'hui, et qu'il reste 2 semaines sur la Lune, alors qu'Armstrong et Aldrin, eux, sont restés seulement que 2 heures, eh bien, Tintin évoque, alors qu'il marche sur la Lune, un paysage mort, effrayant de désolation. Et 17 ans plus tard, eh bien, c'est Buzz Aldrin qui décrira une désolation magnifique. Hergé a donc marqué les mémoires avec son côté visionnaire, donnant à l'histoire sa dimension épique et cosmique, qui nous fait encore rêver aujourd'hui avec Tintin sur la Lune. Hey, merci à toi, Hergé, qui a su alimenter nos passions. Cette semaine, voici un petit résumé de ce qui m'a captivé. Capturé? La semaine dernière, beaucoup de personnalités ont voyagé en direction de Brownsville alors que le Starship se préparait pour son test en vol orbital. Oui, il y avait Elon Musk, ça on le sait bien, Antonio Gracia, ça c'est le directeur de Tesla, mais il y avait aussi Yusaku Maezawa. Et ce dernier en avion depuis Tokyo qui a fait un voyage imaginé de 11 heures, wow! Il y a 36 ans déjà, une fusée Titan 34D explosait lors de son lancement à Vandenberg, blessant 58 personnes. Et l'explosion a été extrêmement violente. Heureusement, il y en a de moins en moins, puis ça, c'est une bonne chose. Et je suis tombé cette semaine sur ce clip de 1970 qui détaille la couverture complète entourant le lancement d'Apollo 11, expliquant les phases d'une mission Apollo. C'est quand même génial pour ces années, ça fait déjà 50 ans. Ici, c'est assez particulier comme histoire. Comment la NASA a protégé les câbles extérieurs des sondes Voyager après avoir découvert la ceinture de rayonnement de Jupiter? Eh bien, ils ont envoyé un technicien au supermarché local acheter tous les rouleaux de papier d'aluminium. Oui, c'est bien vrai. Ouais, l'objet le plus éloigné envoyé par l'homme a du papier d'aluminium entouré autour des câbles. Et la semaine dernière, l'astéroïde 2023 HH a passé au tiers de la distance Terre-Lune. Puis en raison de sa petite taille, il a été découvert que quelques jours avant. C'était quand même le 23e astéroïde à survoler la Terre à moins d'une distance lunaire depuis le début de l'année, puis le 4e ce mois-ci. Disons que les nouvelles sont beaucoup sur le Starship, mais ça continue là-haut. L'équipage d'Apollo 16 a capturé cette scène d'élévation de la Terre lors de la 2e révolution autour de la Lune. Et ça fait déjà 51 ans. Et voici les trésors secrets spectaculaires qui poussent sous le Mexique, oui, depuis 500 000 ans. C'est une grotte avec des cristaux jusqu'à 11 mètres de long et un poids jusqu'à 55 tonnes. On dirait que c'est la grotte de Superman. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus que le Starship Super Heavy de SpaceX est un monstre, eh bien, regardez cette vidéo qui compare plusieurs modèles de fusées. Ça va vous éclairer.
Des décennies avant le décollage du module Zarya, oui, en 1998, les chercheurs de la NASA, Langley, ont commencé à travailler sur le concept. Les travaux de recherche pour les stations spatiales font partie du portefeuille de Langley depuis ses débuts en tant que centre de la NASA, oui. Et depuis lors, Langley a examiné des concepts et étudié des matériaux, des structures et des composants pour faire de l'objectif de vivre et de travailler dans l'espace un succès. Et les premières expériences de Langley avec les stations spatiales sont documentées dans le livre Spaceflight Revolution du Dr. James Hansen. Mais avant que l'objectif d'envoyer des hommes sur la Lune et avant que les États-Unis n'aient l'expérience du vol spatial habité, les dirigeants de Langley ont commencé à réfléchir à la prochaine étape après le projet Mercury pour envoyer un Américain dans l'espace. Puis à la fin des années 1950 et au début des années 1960, beaucoup pensaient que le prochain projet spatial américain serait la création d'une station spatiale avec équipage. On croyait à l'époque que les vols spatiaux vers d'autres destinations proviendraient de cette station. Les chercheurs de Langley ont travaillé avec Goodyear Aircraft Corporation sur un anneau ou un tore gonflable de plus de 7 mètres de diamètre. Le concept a été conçu pour se replier dans un conteneur de lancement. Il y aurait une gravité artificielle de 0 à 1 G. Il y aurait une capacité de rendez-vous et d'amarrage, avec une alimentation électrique à demande variable et un système de survie régénératif pour un équipage de 6 personnes. Langley a construit plusieurs modèles de cette configuration, y compris une version grandeur nature qui a été exposée pour une visite en décembre 1961 par l'administrateur de la NASA de l'époque, James Webb. Et ça complète votre actualité spatiale chaud de la semaine. Hey, merci d'être ici à chaque semaine. Moi, mon but, c'est de garder votre passion allumée puis votre curiosité. Et comme disait Confucius cette semaine, ne parlez jamais de vous ni en bien car on ne vous croirait pas, ni en mal car on ne vous croirait que trop. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aimer la vie puis d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant. Autopilot activated.